Les Américains ont-ils le droit de cultiver leur propre nourriture? Les grandes entreprises contrôlent les terres agricoles de l'Amérique. Mais certaines personnes se défendent. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Pour votre information, YouTube désabonne secrètement les gens. Et ne vous dit pas quand les nouveaux épisodes sortent. Alors n'oubliez pas de revenir chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi pour les nouveaux épisodes. L'avenir est radieux, mes amis. En 2016, le Forum économique mondial a prédit que, d'ici 2030, nous ne posséderons rien et serons heureux. Que les États-Unis ne seront pas la première superpuissance mondiale et que nous mangerons beaucoup moins de viande. Les Nations Unies ont également déclaré que nous devions réduire notre consommation de viande. Alors, que font les gens pour les protéines? C'est simple. L'ONU dit que les gens devraient manger plus d'insectes. Je veux dire, pourquoi ne mangeons-nous pas plus d'insectes? C'est ce que nous devrions faire si nous voulons sauver la planète. Certaines personnes peuvent ne pas aimer l'idée de devoir manger des insectes. Ces personnes ont probablement regardé le transpersonnage. Je ne regarderai plus jamais une barre protéinée de la même façon. Ou peut-être que les gens qui ne veulent pas manger d'insectes sont de fous théoriciens du complot, selon le Daily Beast. Personne n'essaie de vous forcer à manger des insectes. Où quelqu'un a-t-il pu trouver cette idée? Oh oui, le Forum économique mondial. Mais ça ne peut pas être vrai. C'est Klaus Schwab, le chef du Forum économique mondial. A-t-il l'air d'un type qui essaierait de mettre le monde aux pas et de faire manger des insectes aux masses pendant que les milliardaires mangent du filet mignon? C'est le deuxième Klaus le plus respectable. Après Klaus Nomi. Mais de toute façon, le Daily Beast est un peu trop extrême. Il y a des raisons légitimes pour lesquelles les gens ne veulent pas manger d'insectes. Et comme nous le dit Vox, ce n'est pas le facteur Burke. Il s'agit de savoir si nous savons vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la vie des insectes et s'ils sont dignes de considération morale. Jiminy Cricket. Il a aussi des sentiments. Mais comment le gouvernement ou les entreprises pourraient-ils vous dire ce que vous devez manger? N'est-ce pas? Eh bien, pour l'instant, ils ne le peuvent pas. Mais cela soulève une question importante. Qui contrôle la production alimentaire? L'État? Les entreprises? Ou les individus? Cette question est au centre du débat sur la souveraineté alimentaire. C'est l'idée que les personnes qui produisent, distribuent et consomment la nourriture devraient être celles qui prennent les décisions concernant les politiques alimentaires, au lieu des grandes entreprises ou des institutions internationales. Voici une question pour vous. En tant que citoyen américain, avez-vous le droit de cultiver et de manger votre propre nourriture? Pas nécessairement. Je vous en dirai plus après la pause. Nous sommes de retour. Les Américains n'ont pas vraiment le droit de cultiver et de manger leur propre nourriture. Pour beaucoup de gens, le droit de cultiver sa propre nourriture semble aller de soi. Mais ce n'est pas encore le cas. Le droit à l'alimentation est reconnu par des traités internationaux tels que l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certains pays mentionnent aussi explicitement le droit à l'alimentation dans leur constitution ou y font au moins allusion. Mais les États-Unis ne le garantissent pas réellement. Il n'est pas considéré comme un droit. Cela signifie que la législation gouvernementale ou les intérêts des entreprises peuvent vous empêcher de cultiver, de manger ou de vendre librement votre propre nourriture. Aujourd'hui, les terres agricoles américaines sont dominées par les entreprises. Pendant la Grande Dépression, les sélectionneurs de plantes, dont Thomas Edison, ont demandé des brevets pour leurs propres créations hybrides. Le Congrès a adopté la loi des brevets sur les plantes et le président Herbert Hoover l'a promulguée en 1930. Cette loi a donné naissance à deux types de systèmes de propriété intellectuelle pour les plantes: les brevets et la protection des variétés végétales. Grâce aux brevets sur les plantes et à la protection des variétés végétales, les agriculteurs ne peuvent pas produire, reproduire, échanger, vendre ou même utiliser des semences brevetées sans autorisation. En effet, les acheteurs doivent signer des accords qui leur interdisent de conserver les semences de leur culture pour les échanger ou les ressemer l'année suivante. Cela signifie des profits pour la grande industrie agricole, appelée Big Ag en abrégé.
Ainsi, contrairement à l'époque où les agriculteurs conservaient une partie de leurs semences pour les planter la saison suivante, ils doivent aujourd'hui continuer à acheter de nouvelles semences à big âgé. Monsanto a même poursuivi des petits agriculteurs pour avoir réutilisé des semences. Nous avons mentionné comment l'emprise des grandes entreprises sur le maïs a nui aux petits agriculteurs et nous a rendus dangereusement vulnérables. Au fil des ans, les grandes sociétés ont pris le contrôle de tant de petites entreprises qu'aujourd'hui, 10 sociétés seulement contrôlent la moitié du marché mondial des semences. Et Bill Gates est le plus grand propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis. Je sais que cela semble bizarre, mais Bill Gates nous a toujours fait part en secret de son intention de posséder des terres agricoles aux États-Unis. Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Réveillez-vous, moutons. Mais ce n'est pas seulement que l'agriculture a été consolidée par un petit nombre de sociétés géantes. Au cours du siècle dernier, à cause de la façon dont ces sociétés cultivent, nous avons perdu environ 75% de la diversité génétique des plantes. Et le monopole sur les semences a donné à des entreprises comme Monsanto un pouvoir énorme pour faire pression sur le gouvernement afin que les lois leur soient favorables. Et n'oubliez pas que rien dans la Constitution américaine ne protège le droit des Américains à cultiver, manger et vendre leurs propres aliments. Par exemple, en 2014, la Cour suprême du Maine a condamné un agriculteur qui avait vendu du lait cru sans licence de distribution. Le Maine est en fait à l'avant-garde d'une bataille nationale pour la souveraineté alimentaire. En 2017, la législature de l'État a adopté la loi sur la souveraineté alimentaire du Maine qui permet aux petits producteurs alimentaires de vendre directement aux consommateurs sur place. Cela a été considéré comme une victoire pour le mouvement de souveraineté alimentaire, mais ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé la semaine dernière. Plus d'informations après cette dernière pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Le Maine. Il ne s'agit pas seulement de homards, d'élan et d'être bien trop près du Canada. La semaine dernière, les habitants du Maine ont voté pour ajouter un amendement sur le « droit à l'alimentation » à la constitution de leur État. Et cela pourrait avoir d'énormes implications pour la souveraineté alimentaire à l'échelle nationale. Le mouvement en faveur du droit à l'alimentation a été lancé par une coopération bipartisane entre le sénateur Craig Hickman, un démocrate, et le représentant Billy Bob Falkingham, un républicain. Hickman est lui-même un agriculteur. Et ils étaient tous deux préoccupés par le droit des gens à cultiver et à élever leur propre nourriture. Plus de 13 000 personnes du Maine comme M. Hickman cultivent leur propre nourriture et élèvent leurs propres animaux de ferme. Actuellement, ils le font sans aucun problème de la part du gouvernement de l'État. Ce n'est pas illégal maintenant, mais ça pourrait l'être. Il suffirait d'une loi pour le rendre illégal. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse penser que nous ne devrions pas avoir le droit d'obtenir la nourriture que nous souhaitons. Falkingham avait peur que des entreprises comme Monsanto puissent posséder toutes les graines, et que le gouvernement dise aux gens ce qu'ils ont le droit de manger et où ils peuvent le cultiver. C'est pourquoi ils ont fait pression pour un amendement bipartisan visant à inscrire le droit de cultiver sa propre nourriture dans la Constitution de l'État. Falkingham l'a appelé « le deuxième amendement de la nourriture ». Après tout, chaque pomme ne devrait-elle pas avoir le droit de se défendre? C'est un gros problème car la Constitution du Maine prévaudrait sur les lois locales et étatiques. Il serait difficile pour le gouvernement de l'État d'adopter ultérieurement des lois qui pourraient être considérées comme restreignant le droit à l'alimentation, et il y a eu beaucoup d'opposition. Par exemple, une partie de l'amendement stipule que les gens devraient être autorisés à conserver et à échanger des semences. Certains ont dit que cela pourrait créer un conflit avec Big Ag si les agriculteurs violent leur contrat en vendant des semences. Cependant, les partisans de l'amendement affirment qu'il contient un texte qui protège la certification des semences et garantit que les gens ne peuvent pas vendre des semences à des fins commerciales. Le Maine Farm Bureau, le plus grand groupe de défense de l'agriculture de l'État, affirme que l'amendement pourrait avoir des conséquences inattendues, comme l'élimination des garanties qui aident à produire des aliments sains et abordables. Les groupes de protection des animaux, comme l'Association des médecins vétérinaires du Maine et la Fédération des sociétés protectrices des animaux du Maine, ont également exprimé leur opposition. Ils s'opposent à l'expression « consommer les aliments de leur choix ». Selon les groupes de protection des animaux, cela pourrait affaiblir les protections contre la cruauté envers les animaux. Ils vont même jusqu'à affirmer que cet amendement est un droit à l'élevage industriel et un droit de manger des chiens, des chats et des chevaux. Certains ne sont pas nécessairement opposés à la racine de la question mais à son langage. A-t-on l'intention de dire que vous pouvez maintenant avoir une vache dans le centre-ville de Portland et que la ville ne peut pas créer une ordonnance l'interdisant?
Nous sommes profondément préoccupés par l'imprécision du texte et nous pensons qu'il remettrait en question les statuts actuels. Attends, elle pense vraiment que les gens voudraient élever des vaches dans le centre-ville de Portland. Dans le Maine? C'est mieux que d'élever des vaches à Portland, dans l'Oregon. Mais malgré les craintes de mettre en colère les grandes entreprises agricoles, ou les craintes que les gens se mettent à manger des chats et des chiens, la semaine dernière, les électeurs du Maine ont adopté à une écrasante majorité le premier amendement constitutionnel sur le droit à l'alimentation. La question est maintenant de savoir si d'autres États suivront. Les vaches vont-elles vivre dans le centre-ville de Portland, dans le Maine? Et Monsanto va-t-il libérer son armée d'hybrides Grainorch pour nous submerger tous? Alors qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/AmericaUncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.